docteur Parrain, je suis neurologue et pédiatre, hein, et maintenant, on en parlera tout à l'heure, je m'occupe, depuis que je suis à la retraite du CHU, je m'occupe exclusivement des troubles fonctionnels neurologiques. Je pense qu'on abordera ce problème après. Au départ, je voulais être pédiatre, hein, donc j'ai essentiellement fait mon internat en pédiatrie, mais voilà, dans une deuxième partie, j'ai été très attiré par la neurologie. Donc j'étais chef de clinique pendant 4 ans en neurologie, donc j'ai mon diplôme de neurologue et ma spécialité officielle est celle-ci. Donc, mais j'ai fait quand même pendant 32 ans où j'étais médecin des hôpitaux au CHU de Rouen, j'ai occupé le poste de neuropédiatre. C'était quelque chose de passionnant avec essentiellement l'épilepsie, hein, comme pôle d'intérêt. Mais mon poste était dans un service de neurophysiologie. C'était un peu compliqué, mais c'est comme ça, ce qui me permettait d'utiliser, en plus de l'examen clinique, des outils, des appareils d'enregistrement. Et donc, ça me donnait une vision beaucoup plus importante des phénomènes. Alors, les troubles neurologiques fonctionnels, c'est des troubles neurologiques classiques, mais qui n'ont pas exactement la même présentation que dans les maladies neurologiques classiques, hein, c'est-à-dire les accidents vasculaires, la sclérose en plaques, l'épilepsie et autres, hein. Donc, tous les examens sont normaux. Donc et puis, la systématisation n'est pas la même qu'en neurologie. C'est-à-dire que les neurologues ne s'y retrouvent pas, hein. Les malades vont avoir quelquefois des paralysies des 2 jambes et d'un bras. Alors là, ça les met dans un état d'interrogation important. Et on verra qu'en fin de compte, on peut expliquer ce phénomène-là. Mais, mais en tout cas, dans les troubles fonctionnels neurologiques, tous les examens sont normaux. Alors avant, on appelait ça l'hystérie. Hein, je ne vais pas revenir sur l'historique, mais l'historique est absolument passionnant de ces troubles, hein, qu'on appelait hystérie, puis troubles somatomorphes. Après, il y a eu Freud qui a émis des théories un peu complexes et pas très efficaces sur ce domaine-là. Il y a eu des gens importants comme Charcot, hein, qui ont apporté un certain éclairage, qui ont pensé qu'il y avait un dysfonctionnement quand même dans le cerveau et que tout n'était pas psychologique, hein. Et donc, c'est ça l'idée des troubles fonctionnels neurologiques, c'est qu'on remet quand même ces troubles dans le champ de la neurologie parce qu'on a des arguments pour dire qu'il y a un dysfonctionnement au niveau du cerveau. Il y a des techniques d'imagerie fonctionnelle qui arrivent à le mettre en évidence. Alors moi, on en reparlera. Je fais ressortir un peu du cerveau, mais pas du système nerveux, ce trouble. La cause n'est pas le stress, c'est clair. Et les Anglais qui ont été à l'origine du concept de trouble neurologique fonctionnel sont d'accord avec ce phénomène. Mais le stress peut être un facteur déclenchant, hein, mais c'est la même chose pour la migraine. Hein. C'est un problème de réseau, c'est génétique. Et puis, moi je faisais des migraines, à chaque fois qu'on se travaillait un petit peu trop, je faisais ma migraine. Bon, je n'allais pas voir le psychiatre pour autant. Hein. Donc c'est comme ça, le stress ou la fatigue ou une maladie infectieuse, tout ça peut être des facteurs déclenchants. Quelquefois on n'en retrouve pas. Mais en tout cas, il ne faut pas penser que ces affections sont des maladies psychiatriques. Le psychisme peut être un facteur déclenchant, c'est tout. Pourquoi le syndrome des lèvres dans l'eau d'abord? Parce que qu'est-ce que ça vient faire, hein? Parce que c'est considéré comme une maladie rare par les généticiens, parce qu'ils mettent des critères d'hyperlaxité assez hauts. Je me suis aperçu que
les patients avec troubles fonctionnels neurologiques, donc avec ça peut être des paralysies, ça peut être des dystonies, c'est-à-dire des troubles du tonus où il va y avoir une partie du corps qui va être complètement déformée. Ça peut être des troubles sensitifs où les gens ne sentent plus une partie du corps. En plus, ça peut être tout ça euh, entremêlé, enfin associé. Et puis il peut y avoir une variabilité des symptômes, là, ce qui est également met les neurologues dans un état d'étonnement important. Il peut y avoir aussi des grands malaises, hein, avec des secousses qui peuvent durer un temps assez prolongé, qui ressemblent à de l'épilepsie, mais ce n'est pas de l'épilepsie, c'est ce qu'on appelle les crises non épilepsie. Alors, quand on définit quelque chose parce que ça n'est pas, c'est qu'on n'a pas une idée très claire de ce qu'il s'agit. Donc, voilà, ça peut être tout ça. Et comme je le disais tout à l'heure, alors l'origine du trouble, le dysfonctionnement dans le système nerveux, où est-ce que ça se passe, ça c'est encore une grande question. Pour finir sur le syndrome d'Ehlers dans l'eau, je me suis aperçu que 7 patients sur 10 que je voyais avec troubles fonctionnels neurologiques avaient pas franchement un syndrome d'Ehlers dans l'os, parce que je vous dis, les critères sont très stricts, mais plutôt ce qu'on appelle les troubles du spectre de l'hypermobilité. Enfin, il y a eu une commission qui s'est réunie à New York en 2017 qui a défini ce trouble, c'est-à-dire que les gens sont quand même hyperlaxes, mais moins que dans le syndrome d'Ehlers dans l'os. Mais l'hyperlaxité, c'est pas ce qui est important. C'est le témoin d'une fragilité génétique du tissu conjonctif. Et bon, on va me dire, tissu conjonctif, qu'est-ce que ça vient faire dans les troubles neurologiques fonctionnels? Ben, le tissu conjonctif, il entoure tous les organes, hein, que ce soit la vessie, le tube digestif, la cage thoracique, et puis vous en avez dans les muscles, les membres. Et ce qui est important à savoir, c'est que dans ce tissu conjonctif, il y a ce qu'on appelle les capteurs proprioceptifs. Alors là, vous en avez plusieurs millions partout, c'est-à-dire que le cerveau est informé de ce qui se passe dans le corps grâce aux capteurs proprioceptifs situés dans le tissu conjonctif. Donc, s'il est mal informé, ben, il va mal commander. Hein, c'est-à-dire, il y a manifestement, on verra comment on peut le dire, et ils ne peuvent plus bouger leurs pieds parce que très probablement, les capteurs proprioceptifs dans le pied n'informent plus le cerveau. Le pied est comme déconnecté, il n'existe plus dans le cerveau. Et donc il va falloir le reconnecter. Donc c'est ça le mécanisme. Alors, on verra qu'un des moyens de le comprendre, c'est grâce à la stimulation magnétique. Mais comme les neurologues n'utilisent pas la stimulation magnétique, ils ont du mal à comprendre ça. Hein, et je les comprends très bien. Hein. Moi, je ne sais pas si j'adhérerais à cette idée-là. Mais la preuve, en tout cas, c'est que pour réactiver un pied comme ça, c'est pas en stimulant le jambier antérieur, en lui faisant faire des mouvements que vous allez réactiver le pied, c'est en stimulant le pied lui-même, en stimulant par le biais d'un champ magnétique les capteurs qui sont à l'intérieur du pied, que ces capteurs-là vont se reconnecter au cerveau et le pied va pouvoir rebouger. C'est ça le principe. Hein, donc effectivement, il y a une grosse controverse parce que les neurologues ne raisonnent pas avec le problème de ces capteurs, hein, alors que c'est une part essentielle. Hein, la proprioception, c'est le sixième sens. Hein. Prendre un objet, si la proprioception fonctionne mal, le cerveau, il va faire qu'on lâche l'objet. Hein. La plupart des gens que je soigne, ils se cognent dans les portes. Alors, pourquoi ils se cognent dans les portes? Ils voient la porte, mais le problème, c'est que le cerveau n'est pas bien au courant où se situe le corps. Alors donc, arrive ce qui devait arriver, ils vont se cogner, quoi. Hein, donc, la proprioception, c'est essentiel, et vous avez des malades qui sont
en chaise roulante, il n'y a aucune explication classique, sauf que ces malades-là, il y a beaucoup de raisons pour penser que les capteurs proprioceptifs dans les jambes ne fonctionnent plus, donc le cerveau ne peut plus les commander. Avant, les neurologues, ils utilisaient l'électricité. Hein, quand on regarde ce qu'ils faisaient durant la guerre de 14, le trouble post-traumatique de la Première Guerre mondiale, c'était les troubles fonctionnels neurologiques. Hein. Les malades étaient complètement tordus, pliés en deux, ou ils ne tenaient pas debout du tout, ou ils faisaient des malaises avec des secousses. Et donc on avait tendance à les considérer comme des simulateurs, parce qu'ils ne voulaient pas retourner sur le front. Hein. Donc, mais il y en avait des hôpitaux entiers. Hein, et donc les généraux, ils étaient là pour pousser à ce qu'on les remette sur le champ de bataille. Et donc, alors il y a eu différentes espèces de tortures qui ont été utilisées, mais en fin de compte, il y en avait une qui était une torture. Alors je vais défendre une torture, mais entre guillemets, mais c'était la stimulation électrique. Mais il fallait monter, parce qu'il faut que le courant il traverse la peau, le tissu sous-cutané, et qu'il arrive, pour moi, enfin dans mon hypothèse, jusqu'au capteur. Et effectivement, ils arrivaient à faire remarcher correctement un certain nombre de patients, ce qui fait que même ils ont fait des films, hein, ils n'avaient pas de smartphone, mais ils ont fait un peu les mêmes vidéos moi, que je fais hein, avec mes malades. Donc ils avaient un taux d'amélioration, mais en fin de compte, ça ne tenait pas très longtemps. Donc on voit très bien que le courant peut stimuler des structures à l'intérieur du corps et va entraîner une amélioration clinique. Alors il y a une autre manière d'amener le courant là où on veut. On peut passer, et ça c'est l'apport récent avec les machines de stimulation magnétique, c'est qu'on peut traverser la peau, le tissu sous-cutané, aller en profondeur dans les muscles, et dès que le champ magnétique va rencontrer les capteurs, par une loi physique, la loi de Faraday, enfin bon, ça se transforme en courant. Donc on crée le courant là où on veut l'amener. Ça change tout hein, au niveau de la tolérance de la technique. Hein. Pareil, on peut traverser la boîte crânienne, et ça c'est très utilisé pour la dépression. Hein. C'est-à-dire la stimulation magnétique, l'indication officielle phare, c'est la dépression. Hein, mais on stimule 2 cm² parce qu'on a une cible. On stimule 2 cm² de cerveau. Là, chez mes patients, il n'y a pas de cible. Et en tout cas, la cible, elle est essentiellement dans le système nerveux, mais à l'extérieur du cerveau. Hein, donc, la technique utilisée pour la dépression ne marche pas. Il faut faire la stimulation périphérique, éventuellement centrale, mais large champ, enfin voilà. Donc, l'objectif de la stimulation magnétique, surtout périphérique, c'est de stimuler les capteurs proprioceptifs, les reconnecter au cerveau, et que, par voie de conséquence, le cerveau commande mieux le corps. Hein, permettre à un malade qui est paralysé de se mouvoir à nouveau. Bah, le diagnostic, il n'y a pas besoin d'être généticien pour le faire, c'est très simple. C'est d'une part, effectivement, mettre en évidence un certain degré d'hyperlaxité au niveau des coudes, au niveau du petit doigt, au niveau des genoux, et souvent il y a une extensibilité de la peau qui peut être très importante, mais qu'on ne retrouve pas toujours. Mais en fait, d'abord, l'hyperlaxité peut disparaître avec l'âge. Alors vous avez des gens qui ont été hyperlaxes, c'est-à-dire un des signes d'hyperlaxité, c'est qu'ils ont souvent fait de nombreuses entorses. Hein. Mais comme je vous l'ai dit, les tendons c'est du tissu conjonctif, donc s'il y a un relâchement des tendons, il y a une fragilité des tendons, et comme il y a du tissu conjonctif autour des vaisseaux, ce sont des gens qui vont avoir des bleus très spontanés très facilement. Donc voilà, puis après ils ont plein de symptômes, puisque ça entoure tous les organes, par exemple, et ils ont très souvent des problèmes urinaires. Hein. Les capteurs de la vessie fonctionnent mal,
Ils vont informer le cerveau que la vessie est pleine alors que elle n'est pas du tout, et ils vont se lever 4-5 fois la nuit pour uriner, alors qu'ils voient à chaque fois une petite quantité. Donc la cage thoracique est bloquée, le diaphragme est bloqué, parce que les capteurs fonctionnent mal, et donc dès qu'ils montent les escaliers, ils vont être essoufflés, et ainsi de suite. Hein. On peut reprendre à peu près tous les organes, et donc c'est pour ça que les symptômes associés, et c'est ça qui, je dirais, qui m'intéresse, alors que les généticiens sont souvent intéressés par deux choses, c'est-à-dire l'hyperlaxité au niveau des articulations et l'élasticité cutanée, mais ce qui est important plutôt à prendre en compte, c'est le dysfonctionnement des capteurs proprioceptifs, hein, qui peut entraîner là, mais de multiples symptômes. Et donc, c'est avec ça qu'on fait le diagnostic. Il y a des questionnaires hein, sur Internet. Et donc, quand il y a beaucoup de... Parce que quand il y a beaucoup de oui, on fait le diagnostic. Il n'y a pas d'examen. Actuellement, la génétique, les généticiens ont voulu prendre ça en charge, mais en fin de compte, ils n'ont pas le gène. Donc, il n'y a aucun examen complémentaire, radiologique, prise de sang et autres, qui vous permet de faire un diagnostic. C'est uniquement un ensemble clinique. Et donc, il n'y a pas besoin de faire une spécialité à part pour faire le diagnostic. Quand on a l'habitude, à la limite, ça se fait très très rapidement. Hein. La durée de prise en charge, c'est une maladie génétique. Hein. Donc, d'une certaine manière, on ne guérit pas d'une maladie génétique, sauf que quelquefois, bon, par exemple la migraine, effectivement, les migraines peuvent disparaître avec l'âge. Bon, mais là, les symptômes peuvent effectivement se tasser un petit peu avec l'âge, pas toujours. C'est l'histoire naturelle de cette affection, enfin, elle peut passer par une aggravation. Et donc c'est important, c'est là où c'est important de la prendre en charge. Hein, parce que si on laisse les choses évoluer comme ça, d'abord on va avoir de plus en plus de mal à les améliorer par la suite, et au risque des aggravations quand même. Pas tous, hein, parce que vous avez des gens qui sont très hyperlaxes et qui n'ont aucun symptôme. Hein. Et puis vous avez des personnes qui sont relativement peu hyperlaxes et qui ont des symptômes majeurs, neurologiques, un type de paralysie ou de malaise et autres. Et donc la prise en charge risque d'être très longue, hein, jusqu'à temps que peut-être les symptômes s'amenuisent. Donc, mais à boule de cristal ne me permet pas habituellement de répondre à la question. Moi, ce que je constate, enfin, dans mon environnement, c'est que, d'abord, effectivement, la technique n'a pas, s'est pas développée au niveau de la reconnaissance scientifique de façon suffisante. Elle n'est pas, je le reconnais. Hein, c'est-à-dire qu'il faut normalement faire des études contrôlées en double aveugle pour qu'il y ait une reconnaissance officielle. Alors, il y a deux choses. C'est que d'une part, il faut trouver un autre système parce que pour moi, pour faire des études contrôlées, il faut un placebo. Hein, donc il y a la stimulation contre placebo, mais je ne vois pas comment on peut faire un placebo de la stimulation magnétique périphérique. Enfin, si on met une bobine qui fait simplement du bruit et qui vibre, ben, je pense que le malade il va dire il y a quelque chose. Et donc ça ne sera pas un vrai placebo. Il faut trouver des techniques où on utilise différentes méthodes pour voir s'il y en a une qui est supérieure à l'autre. Donc le problème c'est que tout ça est très long. Alors, ce qui est particulier avec cette stimulation, effectivement, on peut me dire, alors moi je fais quelque chose qui n'est pas reconnu, est-ce que j'ai le droit Mais simplement, dans mon éthique médicale, c'est que c'est reconnu par tout le monde que envoyer les champs magnétiques sur le corps, il n'y a aucun risque. Donc vous avez des malades qui sont très nombreux, hein, le trouble du spectre de l'hypermobilité et les autres, parce qu'il y a des gens qui ont des troubles fonctionnels neurologiques, mais qui n'ont
pas d'argument pour un trouble du spectre de l'hypermobilité. Hein. Ces malades-là, ils sont très nombreux. Hein. C'est plus que vous mettez le Parkinson et la sclérose en plaques en même temps, c'est beaucoup plus que ça. Ils sont souvent très handicapés. Et en gros, ils arrivent chez le médecin, qu'il soit généticien, neurologue ou rhumatologue ou autre. On leur dit en fin de compte, vous n'avez rien, et souvent on rajoute c'est psychologique. Hein. Bon, et là, alors que c'est en fait pas psychologique, hein, même s'il y a une part de psychologique chez certains patients, là les gens se sentent complètement démunis. Alors vous avez des gens souvent très handicapés, ils sont nombreux, et ils sont démunis, ils ont l'impression que personne ne les comprend, les médecins ne les comprennent pas, et on ne leur propose rien. Moi, j'utilise une technique comme ça qui est complètement inoffensive. Voilà, le serment d'Hippocrate impose aux médecins de soigner les gens par les méthodes qui jugent hein, adaptées. Donc j'utilise cette technique et j'ai l'impression d'améliorer quand même un bon nombre de patients. Quoi. Ça peut être près de 7 à 8 sur 10, ce qui est beaucoup. Hein. Alors il n'y a pas que la stimulation magnétique hein, dans le syndrome d'Ehlers, on utilise des vêtements compressifs. Hein, il y a des études là-dessus qui sortent et qui sont très positives. Il y a l'oxygénothérapie, ça on peut en parler, enfin c'est autre chose. Et voilà, et j'ai l'impression d'améliorer les gens dans un très grand nombre de cas. Hein. Donc je me vois mal arrêter, mais je pense que ça va être à la génération suivante hein, de faire les études. Enfin, j'espère que ça. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, les référents de la stimulation magnétique en neurologie me demandent d'enseigner, c'est qu'il y a une certaine reconnaissance. Hein, je ne suis pas quand même complètement isolé dans ce que je fais. On reconnaît qu'il y a un rationnel dans ce que je fais. Et puis, j'ai des collègues neurologues dans différentes villes. Il va y avoir une grande clinique à Bordeaux, un centre avec plusieurs neurologues qui vont faire exactement la même technique que je fais. À Toulouse, à Marseille, à Lyon. Donc, si vous voulez, la technique se répand. Effectivement, ce n'est pas la méthode classique de développement d'une technique en médecine, parce qu'il n'y a pas eu la reconnaissance scientifique, mais on est dans une situation difficile où on ne peut pas laisser ces gens comme ça. Alors, ça serait un médicament, évidemment, là je serais obligé de faire les études classiques. Là, on est presque dans la médecine naturelle. Hein, donc, on sait qu'il n'y a aucun risque. On ne peut pas faire autrement que d'essayer de soulager les malades. Enfin, ça me paraît impossible. Moi, je ne peux pas. Mais je pense que vous aussi, peut-être, vous pouvez participer à la diffusion de l'information. Maintenant, il y a quand même pas mal d'arguments hein, pour que puisse adhérer à ce genre de compréhension de ces troubles. C'est essentiel, on ne peut pas laisser ces malades tomber comme ça. Ça me paraît les gens se passionnent pour la sclérose en plaques, très bien. Les médicaments, ils améliorent, mais moi, je fais de la neurologie classique pendant des années. Je trouve que avec les moyens actuels, pour ces patients, on a un taux de succès en neurologie qui est en tout cas peut-être supérieur à celui de la sclérose en plaques ou de l'épilepsie ou des accidents vasculaires. Hein. Donc on néglige un pan important de la neurologie où il y a des moyens qui sont pas compliqués à mettre en œuvre et c'est pas fait.